Nous discutons ce soir de disruption numérique dans les transports. Comme vous le comprenez, pour ceux d'entre vous qui sont déjà venus à plusieurs soirées Les Barbaratak, on multiplie un peu les angles de vue sur l'économie nationale qui ne se découpe pas rigoureusement entre secteurs complètement indépendants. On a déjà parlé de l'automobile, je crois que c'était au mois de juin dernier. Dans les transports, on va retrouver des thématiques qui touchent directement à l'automobile, mais évidemment avec un point de vue un peu décalé par rapport à celui de l'industrie automobile. C'est plutôt celui de l'usager des transports, essentiellement dans la ville, mais aussi sur longue distance. Tout va s'éclairer à mesure qu'on va avancer dans la présentation. Je voulais ouvrir ce propos sur les transports en évoquant plusieurs tendances qui nous montrent que les choses commencent à bouger de façon assez importante et assez prononcée sur les différents modes de transport, sur la combinaison de ces différents modes de transport et sur l'expérience des utilisateurs des transports dans les différentes configurations où ils ont à se déplacer sur des plus ou moins longues distances. On part de considérations plutôt technologiques. La R&D technologique est beaucoup mise en avant par les entreprises qui font des choses dans ces secteurs. Et c'est le cas sur plusieurs points de tout l'écosystème des transports. L'un de ces points, par exemple, c'est les véhicules. Donc vous avez ici une photo d'une usine de General Electric qui investit considérablement dans l'équipement des moteurs. Ici, ce sont des moteurs d'avion, mais General Electric fait des moteurs pour un peu tous les types de véhicules. Équipe de plus en plus ces moteurs et d'une manière générale toute l'infrastructure que constitue le véhicule d'un certain nombre de senseurs, de capteurs, bref, d'intelligence logicielle qui, du point de vue d'une entreprise comme General Electric, est censée avant tout optimiser la maintenance du véhicule et donc sa durée de vie et la qualité du service qu'il rend à ceux qui l'occupent. Il y a aussi des choses, évidemment, là on est dans les avions, on est à très grande échelle, à plus petite échelle dans l'automobile. Vous avez, ça Oussama en avait longuement parlé lors de la soirée Les Barbaratak l'automobile, vous avez aussi toute l'innovation qui est faite à travers les nouveaux entrants dans le secteur de la construction automobile. Ici c'est Tesla, donc vous voyez l'intérieur de la voiture Tesla, et Tesla, Oussama nous avait expliqué comment en un laps de temps très court, 2 ou 3 ans, ils ont refait à toute vitesse toutes les erreurs que l'industrie automobile a faites pendant un siècle, et pour ainsi apprendre et se mettre à niveau très, très vite, et apprendre à faire des voitures à l'état de l'art, et même dépasser autant que possible cet état de l'art en installant dans le véhicule des technologies qui n'y étaient pas jusqu'ici. Donc c'est le cas notamment du moteur électrique, mais c'est aussi le cas de tout le câblage logiciel, de toute l'intelligence qu'on peut embarquer dans le véhicule grâce aux technologies numériques. Autre point de vue sur l'innovation dans les transports, ou autre tendance, si vous voulez, dans l'innovation dans les transports, c'est l'innovation qui touche les infrastructures. Donc là, on est dans on a vu General Electric sur le slide précédent. Ici, c'est une image d'IBM. IBM qui présente d'une façon un peu synthétique tout un chantier qui les occupe beaucoup et qui devient même progressivement leur cœur de métier et qu'ils appellent Smarter Cities. Donc les Smarter Cities sont les villes plus intelligentes parce que dans ces villes, on installe là encore une infrastructure numérique et puis une sorte de grand ordinateur central. On reste assez fidèle à la vision traditionnelle de l'informatique par IBM. Un ordinateur central qui, grâce aux différents points de contrôle qui ont été disséminés ici et là dans la ville, et notamment dans les infrastructures de transport qui font la ville, eh bien, l'ordinateur prend le contrôle des infrastructures et optimise, pilote d'en haut, en quelque sorte, l'expérience des utilisateurs de transport dans la ville. Donc on voit qu'ils ont signalé par des numéros les différents modes de transport. Vous avez les automobiles, les camions pour le transport de marchandises, vous avez un avion qui décolle, là, qui est un peu masqué par le bandeau. Vous avez évidemment, on les voit moins, mais les transports en commun, les trains, les métros, etc. Une variante de ça, ici, c'est un train qui est opéré sur la côte ouest des États-Unis par une compagnie qui s'appelle Union Pacific. Donc Union Pacific était, pour résumer, il y a quelques années au bord de la faillite, avec des conditions d'exploitation énormément dégradées, des déraillements, des accidents, de la lenteur, bref, des coûts de maintenance qui étaient devenus hors de contrôle. Et Union Pacific, plutôt que de remplacer les vieux rails par des nouveaux rails ou de remplacer tous ces trains, a en réalité investi dans l'équipement des trains et l'équipement des rails, là encore, de capteurs, de senseurs, bref, de composants logiciels qui, installés aux bons endroits, permettent de déployer une intelligence dans l'opération des trains sur le réseau de transport de Union Pacific et leur a permis d'optimiser considérablement leur performance, de revenir à l'équilibre et même de retrouver une situation bénéficiaire parce que, avec la même infrastructure, sans l'avoir remplacé, si vous voulez, du sol au plafond, ils ont réussi à minimiser le nombre des déraillements, minimiser le nombre des accidents, améliorer considérablement la sécurité.
On parle ici évidemment avant tout de transport de marchandises, améliorer la vitesse, bref, la finesse du pilotage et de la planification de l'utilisation de l'infrastructure. Et tout ça leur a permis de redevenir une compagnie rentable, rendant un service de qualité à ses clients. Par ailleurs, donc, troisième angle de vue ou troisième tendance dans l'innovation dans les transports, c'est l'énergie. Pour qu'un mode de transport fonctionne bien, pour que le véhicule avance, il faut évidemment l'alimenter en énergie. Et on a cette grande migration qui est parfaitement orchestrée à la fois par les grandes entreprises, les dirigeants politiques, nourris du souci de préserver l'environnement et d'économiser l'énergie fossile, qui est la grande transition industrielle de la voiture à essence vers la voiture électrique. Et là, on rejoint en fait un trend d'innovation numérique qui touche à comment le numérique ou comment le logiciel ou la technologie logicielle permet d'optimiser la consommation d'énergie, notamment électrique. C'est plus facile de piloter la consommation d'énergie électrique que de piloter la consommation d'énergie à essence. Et ici, vous avez quelque chose qui ne touche pas vraiment au véhicule, qui est un chantier américain qui s'appelle le Green Button. Donc le Green Button, vous le voyez au milieu. Le Green Button, c'est une sorte de concept marketing qui est progressivement partagé et déployé entre les transporteurs d'énergie, les distributeurs d'électricité, les abonnés à ces services d'électricité, tous ceux qui déploient dans les maisons, dans les habitations des Américains, des applications de domotique. Et le Green Button, c'est ce qui permet à l'abonné, donc à l'individu dont les données personnelles circulent sur le réseau, parce que la consommation énergétique d'un foyer, ce sont des données personnelles. Eh bien, le Green Button, si on clique le Green Button, c'est en fait le consentement de l'abonné à ce que ces données de consommation énergétique soient partagées par ces différents opérateurs qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent faire levier de ces données élémentaires pour rendre un service. Alors, le service, il peut être rendu, et c'est le premier réflexe en général des opérateurs d'électricité, à l'opérateur lui-même, mieux connaître la consommation énergétique en temps réel de tous les abonnés au service de l'électricité. Ça permet d'équilibrer la charge sur le réseau, de retarder la mise en route des centrales de pic, voire de faire de l'effacement diffus pour renoncer à mettre en route les centrales de pic. Mais les données de consommation énergétique, elles servent aussi à rendre des services à l'utilisateur puisqu'elles nourrissent toutes les applications numériques de domotique qui progressivement se déploient dans l'habitat et permettent d'éteindre la lumière au bon moment, de créer des ambiances lumineuses, de détecter un problème d'isolation sur une fenêtre. Bref, tout ce qui, au final, sert un objectif bien identifié et qui parle à tout le monde, qui est réduire sa facture d'électricité. Donc ça, c'est dans la maison, mais évidemment, on peut faire la même chose dans un véhicule, surtout si ce véhicule se déplace à l'électricité. Et donc, vous avez plusieurs entreprises qui ont, ces dernières années, investi des sommes considérables dans le déploiement, non seulement la mise au point de technologies de voitures électriques, donc qui fonctionnent à l'électricité, mais aussi dans le déploiement de toute l'infrastructure qui est nécessaire pour alimenter en énergie ces véhicules, puisque dès qu'on ne fonctionne plus à l'essence, on ne peut plus s'alimenter dans les stations-service traditionnelles. Enfin, je vous fais insulte, je pense, en vous expliquant ça, mais du coup, il faut mettre en place des stations-service d'un genre nouveau, qui sont celle-ci, c'est une entreprise israélienne qui s'appelle Better Place, qui malheureusement a fait faillite il y a quelques mois, enfin on va revenir là-dessus, mais qui en gros avait déployé, notamment en Israël, tout un réseau de stations dans lesquelles on pouvait changer une batterie vide et la remplacer par une batterie chargée, sans d'ailleurs que l'utilisateur ait à sortir de son véhicule. Et ces points de contact entre l'infrastructure de transport et le véhicule qui, lui, est itinérant sur cette infrastructure, c'est aussi un point d'intelligence et un point où on peut collecter des données sur le véhicule, sur le trajet du conducteur, et puis aussi on peut prodiguer des services à valeur ajoutée qui créent, sur la base de cette infrastructure, en tout cas potentiellement, tout un écosystème de nouvelles applications. Alors je dis potentiellement parce que, en gros, il y a plusieurs entreprises qui ont entrepris ce type de chantier, investir beaucoup d'argent dans le déploiement d'infrastructures d'alimentation électrique pour les nouveaux véhicules électriques, et pour la plupart, elles ont été dans le mur. C'est-à-dire plusieurs d'entre elles ont fait faillite. Je crois qu'il y en a une autre il y a quelques jours, mais dont j'ai oublié malheureusement le nom, mais qui laisse derrière elle un réseau de 15 000 points d'alimentation quelque part aux États-Unis, qui a mis la clé sous la porte parce que les coûts d'investissement deviennent insoutenables par rapport aux revenus que génèrent ces modèles économiques. Et ça nous dit une chose, c'est que bien sûr, il y a beaucoup de progrès techniques dans l'alimentation énergétique des véhicules, mais que de toute évidence, ces progrès techniques n'ont pas encore trouvé le bon modèle d'affaires dans lequel s'insérer pour devenir soutenables et atteindre progressivement un marché de masse. Alors, dernière tendance, et celle-là c'est la plus banale et aussi la plus ancienne probablement, c'est la navigation, toute l'assistance que les technologies numériques permettent de dispenser aux personnes dans leur navigation et dans leur utilisation des réseaux de transport. Donc tout ça repose à l'origine sur une infrastructure qui a été
amorcés et déployés par l'armée américaine, qui sont les satellites et la technologie GPS. Et sur cette infrastructure, et bien, progressivement, à mesure que cette infrastructure militaire a été ouverte à des applications civiles, eh bien, des gens du numérique s'en sont emparés pour s'appuyer sur cette infrastructure et développer des applications aussi élémentaires que les services de cartographie que désormais on utilise tous au quotidien sur nos smartphones et qu'on utilisait depuis un peu plus longtemps dans le cadre de terminaux propriétaires et moins ouverts, si vous voulez, à l'innovation applicative, qui étaient les terminaux GPS embarqués dans les voitures. Donc ici, c'est un petit clin d'œil. Hein, vous êtes sur Google Maps, mais ça vous indique le siège d'Apple. C'est pour dire qu'en ce moment, les deux derniers big players sur ce marché très prometteur et très porteur d'innovation qu'est la cartographie et toutes les applications de cartographie, ce sont Google et Apple. Alors tout ça converge, les véhicules, les infrastructures, l'énergie et puis la navigation. Tout ça s'homogénéise parce que est de plus en plus irrigué par des technologies numériques et dès que deux éléments jusqu'ici hétérogènes et qui s'ignoraient l'un l'autre sont propulsés par de la technologie numérique, ils deviennent beaucoup plus faciles à mélanger, à rassembler dans un service unique et dans une expérience utilisateur unique. Et donc, il y a un certain nombre de professionnels du transport ou de passionnés des transports qui, depuis de nombreuses années, attendent ce qui est une sorte d'Eldorado dans le secteur des transports, qui est le multimodal. Est-ce qu'un jour, on pourra appuyer sur un bouton et puis être transporté d'un point A à un point B sans avoir à réfléchir à toutes les étapes sur à quelle station je descends, quel bus je prends, dois-je appeler un taxi ou plutôt prendre ma voiture, etc. Et le multimodal, c'est en gros l'unification de l'expérience utilisateur d'un réseau de transport où se complètent, où se font concurrence plusieurs modes de transport. Aujourd'hui, on voit dans notre expérience quotidienne qu'on en est encore très loin, mais vous voyez que toutes les tendances sont présentes pour dire que peut-être ce sera bientôt possible. Alors ensuite, je voulais subdiviser la discussion et m'intéresser successivement au transport de marchandises, puis ensuite au transport de personnes. Et d'abord au transport de marchandises, pour suggérer que peut-être les progrès les plus importants ont été faits jusqu'ici en matière de transport de marchandises. Alors pour des raisons qu'on comprendra tous aisément. D'abord, derrière le transport de marchandises, il y a des entreprises, des géants industriels qui sont prêts à dépenser énormément d'argent et immobiliser énormément de capital pour s'assurer que telle marchandise sera bien acheminée à tel moment d'un point A à un point B. Et donc ici, j'ai mis Walmart, parce que Walmart, c'est beaucoup de choses. C'est la plus grande chaîne de distribution américaine. C'est le premier employeur privé aux États-Unis et peut-être même le premier employeur privé du monde. C'est une chaîne de grande distribution qui est devenue monopolistique dans un très grand nombre de zones de chalandise aux États-Unis, mais qui a une politique particulièrement originale et impressionnante d'alliance avec la communauté de ses clients, c'est que Walmart baisse sans cesse ses prix. Et donc d'une année sur l'autre, le même produit chez Walmart vaut toujours moins cher. Et ça, c'est une promesse marketing qu'ils ont systématiquement tenue et qui leur a permis de fidéliser une partie considérable du marché américain, enfin des clients américains de la grande distribution. Mais alors pour faire ça, pour baisser les prix sans cesse et pour pouvoir exercer une pression suffisante sur les fournisseurs pour qu'eux aussi accompagnent Walmart dans la baisse des prix, il faut déployer une intelligence industrielle et logistique et numérique absolument considérable. Et c'est ce qu'a fait Walmart, notamment en matière de transport. Walmart possède sa flotte de camions, achemine elle-même l'essentiel de ses marchandises, et la flotte de Walmart, c'est la plus grosse flotte de camions des États-Unis et même probablement du monde. Et tout ça est optimisé par des systèmes informatiques qui ont fait l'objet d'investissements très précoces chez Walmart. Ça a commencé dans les années 70, ça a pris un essor considérable dans les années 80, et ça a permis à Walmart aujourd'hui de réaliser la prouesse unique au monde, à ma connaissance, d'être le seul concurrent sérieux d'Amazon sur le marché global de la grande distribution universelle, si vous voulez. Derrière le transport de marchandises, il y a ces intérêts économiques-là, des entreprises qui, pour pouvoir continuer à pratiquer des prix toujours plus bas, pour pouvoir continuer à servir leurs clients et honorer leurs promesses marketing, sont prêtes à investir des milliards de dollars dans des infrastructures de transport qui garantissent que les bons produits se retrouveront dans les bons rayons au moment où les clients en auront besoin. Alors, tout ça, évidemment, est nourri d'un héritage beaucoup plus ancien, qui est l'héritage des militaires. Vous savez que l'essentiel des progrès de la logistique s'est fait en temps de guerre, quand il a fallu amener au front non seulement énormément de soldats, mais aussi tout ce qu'il fallait pour équiper les soldats, les nourrir, les protéger du feu de l'ennemi, etc. De ce point de vue-là, les États-Unis, qui ont pratiqué la guerre à beaucoup plus grande échelle que les autres pays du monde, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont fait à ce moment-là des progrès considérables et ont même fait naître une discipline
qui est la discipline des opérations logistiques qu'on appelle la recherche opérationnelle. Donc ils ont mis en pratique pour gagner la guerre, qu'ils ont mis ensuite en pratique pour rétablir la paix et amorcer le développement de l'économie européenne. Donc ici, je vous ai mis une photo que vous reconnaissez peut-être pour les connaisseurs au centre, le président Hoover. Donc Hoover, c'était le président des États-Unis dans les années 30, battu par Roosevelt, mais qui a eu une deuxième carrière qui lui a conféré un très grand prestige. C'est qu'il a été chargé, après la libération, d'une administration qui a été chargée d'acheminer la nourriture au peuple affamé de toute l'Europe libérée par les États-Unis. Et cette administration, qui s'appelait l'American Recovery Administration, était exclusivement tenue par des militaires, à l'exception de Hoover, qui ont réinvesti dans l'acheminement de la nourriture le savoir-faire qu'ils avaient déployé et affiné en matière de logistique militaire pendant les opérations de combat. Enfin, plus récemment, je le mentionnais, tout ça a donné lieu à l'émergence d'une discipline qui est au carrefour de la logistique, de l'équipement et des mathématiques, et qui est l'optimisation et qu'on appelle la recherche opérationnelle ou Operations Research, dont les spécialistes sont des mathématiciens qui ont fait leur première prouesse pour l'armée britannique et pour l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ont continué de développer tout un savoir-faire d'optimisation du transport de marchandises, qui en gros permet de répondre à l'objectif que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut qu'à un instant donné, un produit qui était hier à un point A soit parvenu à un point B, parce qu'on en a besoin pour telle ou telle application. Alors aujourd'hui, qui sont les géants de la logistique? Comme d'une certaine manière, c'est un sujet qu'on abordera peut-être dans un autre barbare attaque, mais les barbares ont attaqué la logistique et ont pris le contrôle de la logistique et aujourd'hui la dominent et de très loin. Donc ici, vous avez le trio qui, à la tête d'Amazon, sur différentes périodes, a consolidé dans Amazon une sorte de concentré de tous ces savoir-faire hérités de l'armée américaine, puis de Walmart et des plus grandes organisations qui sont confrontées à des problématiques de transport de marchandises. Donc au centre, vous reconnaissez Jeff Bezos, qui est toujours le patron d'Amazon. À droite, c'est Rick Dalzell était CIO d'Amazon, c'est-à-dire DSI d'Amazon jusqu'en 2006. Et avant d'être DSI d'Amazon, il a été recruté à la fin des années 90. Il était CIO de Walmart, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de choses chez Walmart, puis Bezos l'a débauché pour qu'il fasse la même chose chez Amazon, et il a fait d'Amazon le géant industriel que l'on connaît aujourd'hui. Et puis à gauche, vous avez Werner Vogels, qui lui, d'une certaine manière, est la touche supplémentaire, ce que le numérique peut faire. Peut ajouter au savoir-faire des logisticiens, c'est-à-dire toute la couche d'intelligence logicielle et de tenue de charge pour gérer toutes ces informations qui, en temps réel, permettent d'optimiser le transport de marchandises dans un réseau aussi large et aussi dense que celui d'Amazon. Et donc Werner Vogel, c'est le CTO d'Amazon, ou directeur technique, c'est lui qui est chargé de l'infrastructure logicielle d'Amazon et de garantir qu'elle tient la charge et qu'elle achemine bien les bonnes informations pour réaliser les bonnes opérations, notamment de logistique. Donc maintenant, si on se tourne vers le transport de personnes, on est dans une problématique assez différente pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est que les personnes ne sont pas des marchandises. Elles sont d'une certaine manière beaucoup moins flexibles. Nous ne tolérons pas, nous, d'être parqués dans des containers pendant des jours et des jours, de voyager la nuit, de rester sur des trop longues distances sans pouvoir nous dégourdir les jambes. Et donc, cette absence, cette rigidité que nous opposons à ceux qui veulent nous transporter d'un point A à un point B, crée énormément de problèmes et d'une certaine manière rend la barrière un peu plus infranchissable pour ceux qui cherchent à relever des défis de logistique. Donc du coup, ces gens-là reculent devant l'obstacle et disent, bon, puisque les personnes sont plus compliquées à transporter que les marchandises, c'est pour ça que jusqu'ici, on a fait des progrès surtout en matière de transport de marchandises. Alors, mais paradoxalement, on est tous, enfin moi je suis personnellement assez étonné de la tolérance qu'ont les voyageurs, les gens qui utilisent les services de transport aux personnes, eh bien, à ce genre de situation. C'est-à-dire que malgré tout, même si on est moins flexible que des marchandises, on accepte quand même de faire la queue pendant parfois plusieurs dizaines de minutes, d'être entassé sur des quais, puis entassé dans des métros, d'être dans une panique permanente de vais-je arriver à l'heure, vais-je rater mon train, suis-je parti suffisamment en avance, suis-je bien dans la bonne râle pour sortir à la bonne sortie, etc. Enfin, vous connaissez tous ces expériences. Et c'est paradoxal d'avoir des personnes qui sont moins tolérantes que les marchandises aux affres du transport, mais en même temps qui tolèrent ce type d'expérience. Alors la raison pour ça, je ne voudrais pas vous dire qu'on est au café du commerce, mais c'est mon intuition à moi, c'est que la plupart des déplacements que les personnes font, notamment en ville ou entre leur habitat et leur lieu de travail, elles n'ont pas le sentiment de le faire pour elles-mêmes. Et du coup, elles n'assument pas de se montrer des clients exigeants qui, parce qu'ils souhaitent faire ce déplacement, exigent la meilleure qualité de service possible. Les déplacements, et c'est pour ça que je vous montre la Défense, on les fait avant tout
pour se déplacer de chez soi à son lieu de travail, et donc pour les besoins de son employeur, à l'autorité hiérarchique duquel on est soumis en vertu du droit du travail. Et je montre la défense parce que c'est ça qui explique la dégradation de l'expérience dans les transports en commun, c'est aussi la concentration des lieux de travail, surtout en France, où c'est un pays particulièrement centralisé, où en gros tout le monde travaille à Paris, et à Paris tout le monde travaille en 2 ou 3 points nodaux que sont la Défense, Saint-Denis et puis bientôt Ballard avec le grand ministère de la Défense qui va engorger le périphérique pour à peu près toute la journée. Et du coup, nous n'avons pas le sentiment de pouvoir être exigeants vis-à-vis de transporteurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider à aller au travail. Et si on doit partir plus tôt, c'est sur notre temps personnel qu'on le prend pour être à l'heure au travail. Et du coup, l'insatisfaction ne trouve guère à s'exprimer. Les employeurs savent bien que s'ils expriment de l'insatisfaction sur le fait que leurs salariés arrivent en retard, arrivent épuisés, sont improductifs parce que l'expérience quotidienne des transports les a épuisés, ils savent bien qu'on leur dira, eh bien, vous n'avez qu'à payer plus d'impôts, et avec ces impôts, on déploiera des infrastructures plus performantes. Donc ils se gardent bien du coup de poser la question. Et les usagers eux-mêmes ne se sentent pas légitimes pour poser ce genre de questions. Par ailleurs, ils se sentent d'autant moins légitimes que très souvent, ils ont fait eux-mêmes des choix conscients d'éloignement de leur habitat par rapport à leur lieu de travail. Ils fuient la densité des milieux urbains pour se retrouver dans des zones pavillonnaires en construction où ils ont fait le calcul conscient, sans parfois en mesurer toutes les conséquences, mais d'être considérablement éloignés des infrastructures de transport. Et du coup, si leur trajet s'allonge, si leur inconfort s'accroît, s'ils sont beaucoup plus épuisés le soir en rentrant chez eux et qu'ils rentrent de plus en plus tard, qu'ils ne peuvent pas voir les enfants, de cette manière, ils disent c'est parce que j'ai fait le choix conscient et je sais où je m'y retrouve, c'est parce que désormais j'ai un jardin où je peux faire un barbecue, je suis beaucoup plus reposé le week-end, on peut jouer avec les enfants, et donc j'assume une expérience dégradée dans les transports. Par ailleurs, il y a toute une population qui pourrait crier très fort et exprimer son insatisfaction, qui sont en gros les clients premium, donc les plus riches, les plus exigeants. Ceux-là ont la capacité financière, si vous voulez, de s'extirper de l'expérience de la masse et de trouver eux-mêmes des modes de transport un peu plus individualisés, un peu plus flexibles, qui respectent leur rythme de vie, leurs exigences de confort, etc. Donc ça, c'est la quintessence. On sort de sa limo pour monter dans son jet privé, mais on a tous fait l'expérience beaucoup plus prosaïque de l'aéroport où on départage la foule entre l'essentiel de la foule qui part en classe éco faire la queue parfois pendant 1 à 2 heures pour enregistrer ses bagages, y compris quand on est avec des enfants en bas âge, et là je parle d'expérience, et le petit nombre qui lui a payé suffisamment cher pour pouvoir être orienté vers une expérience considérablement améliorée. Et là on est toujours, même si on n'est pas dans un moyen de transport à proprement parler, on est toujours dans l'expérience des transports parce qu'on est là, on sort du métro ou du taxi pour aller embarquer dans un avion. Alors la conséquence de ça, du fait que la masse des utilisateurs des moyens de transport, et notamment en ville, ne se sent pas légitime pour exprimer l'insatisfaction, ne sait pas trop d'ailleurs à qui l'exprimer. Est-ce que c'est au pouvoir politique? Est-ce que c'est aux employeurs qui leur infligent d'aller travailler à la Défense plutôt que dans le centre de Paris? Est-ce que c'est aux malheureux opérateurs dont on voit bien au quotidien que les agents, les employés font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer l'expérience malgré tout? On ne sait pas trop à qui s'en prendre et du coup, la dégradation est permanente. Et ceux qui cherchent à répondre à ça, ils répondent par 2 grandes catégories d'errements. J'appelle ça des errements parce que les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Le premier errement, c'est celui qui me semble assez caractéristique de notre système de transport ferroviaire, c'est les économies d'échelle. On va dire, puisqu'on n'a plus assez de ressources pour transporter dans des conditions décentes ce nombre croissant de passagers, on va essayer de concentrer les moyens sur des lignes qui vont de plus en plus vite, où on va améliorer un peu le confort dans des trains à grande vitesse qui sont les TGV. Mais pour financer ça, évidemment, il faut faire des économies sur le maillage plus dense des lignes qui ne sont pas à grande vitesse, qui sont plus anciennes, qui desservent des destinations où de moins en moins de gens habitent. Et donc, on a tout ce réseau, enfin, on connaît tous cette image de la gare désaffectée, qui est le témoignage du fait que pour optimiser en moyenne l'expérience du transport ferroviaire, on a considérablement investi sur quelques lignes, mais du coup on a aussi imposé aux gens qui voulaient voyager de payer plus cher leurs billets, ça c'est un point important, et surtout de faire du trajet par leurs propres moyens pour aller jusqu'à la gare qui va les transporter à grande vitesse d'une grande ville à une autre grande ville. Le deuxième errement, et là j'ai mis Alexandre de Juniac, patron d'Air France KLM, parce que c'est sa politique assumée sur laquelle il communique beaucoup en ce moment dans les journaux. Le deuxième errement, c'est la fuite vers le premium. On dit, puisqu'on n'arrive plus à gérer cette masse, que par contre, il y a des besoins beaucoup plus clairement exprimés par un segment de clientèle un peu particulier qui sont les clients premium, que ces gens-là sont prêts à payer plus cher
pour leur confort et l'optimisation de leur expérience des transports, eh bien, nous allons nous spécialiser sur cette sous-partie, sur ce sous-ensemble de nos clients qui certes sont moins nombreux mais représentent une part significative du chiffre d'affaires. Et ça, la fuite vers le premium, je la mentionne parce qu'elle est importante. Elle est vraie pour Air France KLM qui aujourd'hui cherche à se mesurer sur le segment du premium avec les lignes les plus confortables et les plus prestigieuses du monde. C'est Singapore Airlines ou Emirates, etc. Et Alexandre de Gignac, je pense en toute bonne foi, dit dans ses interviews, j'essaie de me mettre à la place de mes clients. Et moi qui ai souvent voyagé sur Singapore Airlines quand j'étais patron de Thales Asie, j'ai beaucoup apprécié le pain chaud, les serviettes chaudes mises à disposition plusieurs fois dans le trajet. Il n'est pas normal que nous, Air France, ne sachions pas proposer à nos clients business class la même qualité de service. Ce faisant, il parle évidemment beaucoup moins des clients de la classe éco qui, sous cette contrainte, de Selmer apparaissent beaucoup moins comme une priorité parce qu'ils ont moins la capacité de se faire entendre ou ils semblent prêts à se plier à toutes les contraintes et à tout l'inconfort qui est le prix à payer pour voyager moins cher. Je mentionne ça aussi parce que il faut avoir en tête, et on en parlait il y a quelques semaines sur les barbares attaquent le textile, c'est un peu une tendance généralisée dans l'industrie française. On a beaucoup parlé de PSA dont les problèmes trouvaient son origine dans un effort de montée en gamme qui n'avait pas trouvé son marché. On a plusieurs grands groupes industriels qui étaient sur des marchés de masse, qui ont quitté les marchés de masse pour se spécialiser sur le premium et sur le luxe. C'est le cas de PPR devenu Kering, qui a vendu toutes ses activités de retail grand public pour se spécialiser sur des marques de luxe. Et donc on a une sorte de tropisme français, c'est quand on n'arrive plus à gérer les problèmes des grandes masses, eh bien on s'échappe vers le premium et puis on finit un peu par oublier les exigences de la masse. Tout ça, c'est très dangereux en termes de développement d'une industrie après la révolution numérique et c'est très dangereux en termes d'innovation à l'âge de la multitude. Pourquoi? Parce que les clients premium, ils ont beau payer très cher, exprimer leur contentement quand on les sert bien, ils sont très peu nombreux et ils ne sont pas du tout dans l'esprit du milliard des utilisateurs de Facebook qui, par leur activité quotidienne, par leur expression, par leur mécontentement ou leur contentement, contribuent à co-créer le service et à accroître les bénéfices de l'entreprise. Donc une entreprise qui fait le choix soit de faire des économies d'échelle, soit de s'échapper vers le premium, fait le choix plus ou moins conscient de se couper de la multitude des utilisateurs d'applications numériques qui sont certes exigeants, difficiles à servir, mais qui sont aussi une source considérable de création de valeur, parce que si on apprend à faire alliance avec eux, on peut faire levier de leur activité, de leur bonne volonté, pour créer ensemble un service plus performant et de meilleure qualité. Et les économies d'échelle, ça consiste à dédensifier le réseau de transport, et donc ça coupe de la multitude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'empruntent plus le réseau de transport parce qu'il ne correspond plus du tout au trajet qu'ils veulent faire. Et puis quand on est vers le premium, là on a complètement quitté ce monde-là, parce que les clients premium protestent quand ça va mal, mais pour le reste du temps, ils sont pour l'essentiel complètement passifs et pas du tout dans la co-création de valeur. Alors, puisque dans ce contexte-là, les opérateurs traditionnels de transport ne contribuent pas du tout de façon décisive à l'innovation, elle vient d'ailleurs, comme vous le montre cette image. Elle vient de plusieurs innovations de modèles d'affaires qui commencent à trouver leur marché, parfois à des échelles assez spectaculaires. Donc, l'un des exemples, c'est le low cost. Le low cost, le pionnier du low cost, c'est une compagnie aérienne américaine qui s'appelle Southwest Airlines, qui en gros a subordonné toutes ses opérations, toute son offre, tout son pricing à un objectif très simple, c'est on veut être la compagnie la moins chère sur les destinations qu'on sert aux États-Unis. Alors, ils ont complètement révolutionné du coup la nature du service offert aux clients. Ils ont été les pionniers dans quelque chose qu'on connaît maintenant bien, c'est qu'il faut payer pour mettre ses bagages en soute. On n'est plus placé dans l'avion, on prend les premières places disponibles, etc. Tout ça, ça résultait toujours de recherche opérationnelle. Hein. C'est la même science logistique qui permet de réaliser que si on ne place plus les gens dans l'avion, ils vont s'asseoir beaucoup plus vite et ça va permettre d'embarquer plus vite et de faire des économies considérables en termes d'exploitation de la flotte. Mais évidemment, ils ont cherché à compenser cet inconfort accru par rapport à l'expérience traditionnelle des avions en essayant de voir où est-ce qu'ils pouvaient gagner en qualité de service sans que ça renchérisse leur prix de revient. Et il y a notamment ces anecdotes célèbres sur le fait que dans Southwest Airlines, le personnel de bord est libre d'improviser ou d'introduire un peu de fantaisie dans les annonces de sécurité, ce qui a le mérite, au début du vol, d'agrémenter un peu de détendre un peu l'ambiance, d'agrémenter un peu le trajet avec de l'humour et de la bonne humeur. Et ça fait oublier aux gens qu'ils ont dû payer pour mettre leur bagage en soute. Alors le low cost, ce qui est intéressant, c'est que le low cost peut aussi prospérer dans le premium. Vous avez ici Christophe Béjac, qui il y a quelques années avait fondé une compagnie aérienne
qui était la business class low cost sur Paris-New York, qui s'appelait l'Avion, qui entre-temps a été racheté par British Airways et qui prospère beaucoup moins dans British Airways, puisqu'évidemment la business class low cost, comme par hasard, fait concurrence à la business class traditionnelle et donc empêche British Airways de gagner beaucoup d'argent. Donc British Airways est en train de tuer progressivement à petit feu ce qui était l'avion au départ, mais l'avion était un vrai succès commercial. Le deuxième canal par lequel arrive l'innovation, faute de pouvoir transiter directement par les opérateurs de transport, c'est dans l'expérience utilisateur. Avant d'emprunter un moyen de transport, il faut avoir planifié son trajet et parfois même réserver son billet, réserver sa place à bord du train ou de l'avion, etc. Et donc là, vous avez des entreprises qui commencent à pas mal rivaliser d'inventivité pour se dire quelle est la meilleure expérience possible d'achat de billets de train ou de billets d'avion en ligne ou de réservation de chambre d'hôtel. Donc on a tous été habitués, disons jusqu'à il y a quelques années, aux sites de réservation qui sont des espèces d'énormes espaces publicitaires saturés de bannières qui clignotent dans tous les sens, où on cherche à vous vendre, en plus de votre chambre d'hôtel, une location de voiture, des bouquets de fleurs, etc. Et puis, du coup, il y a des innovateurs qui sont arrivés et qui ont essayé de prendre le contre-pied de ça en disant ce que veulent les gens qui veulent réserver une chambre d'hôtel, c'est trouver une chambre d'hôtel et rien d'autre. Et donc on va leur proposer, au lieu de cet encombrement de bannières, une expérience la plus épurée possible qui va leur permettre de trouver le plus rapidement l'hôtel qui leur convient. Donc ça, c'est Himmock aux États-Unis. L'équivalent en France, et ça commence à avoir un succès assez considérable en termes commerciaux, c'est Capitaine Train, qui de haute lutte a arraché à la SNCF le droit de devenir agence de voyage et de vendre des billets de train pour son compte à travers une expérience utilisateur, enfin une interface que vous connaissez, je pense, qui est radicalement simplifiée par rapport à celle qu'on connaissait chez Voyage SNCF. Alors Uber, je ne m'étends pas, Uber c'est un peu la même chose pour le transport individuel de personnes en milieu urbain. Finalement on est dans le même genre de voiture, un peu plus confortable peut-être, avec un peu plus de bouteilles d'eau et le chauffeur sort de la voiture pour ouvrir la porte, mais globalement l'essentiel de l'innovation il est dans l'expérience utilisateur, de la commande de la voiture et du fait qu'on voit arriver la voiture sur la carte, que du coup on est très rassuré sur le fait que oui elle arrive bien, donc on passe beaucoup plus tranquillement les quelques minutes qui séparent la commande de la prise en charge, même si ces minutes se multiplient jusqu'à 15 ou au-delà. Et puis par ailleurs, il y a toute la dimension paiement, carte bleue. Puisqu'on a donné sa carte bleue, on n'a plus à avoir de liquide sur soi. Et le fait d'avoir à payer n'interfère plus négativement dans la relation privilégiée entre le chauffeur et le client qui l'a pris en charge. Enfin, vous avez donc un autre canal d'innovation, c'est les écosystèmes applicatifs. Donc les écosystèmes applicatifs, c'est l'idée de dire que puisque les gens, pendant qu'ils se déplacent, sont enfermés dans un véhicule, dans une rame de métro ou dans une voiture ici, eh bien, essayons de leur rendre des services pour que leur trajet se passe plus agréablement ou que leur trajet se passe plus vite, pour qu'on les aide à arriver à bon port plus rapidement. Et donc Ford, par exemple, est en train d'équiper tout son parc de véhicules, enfin de véhicules neufs mis sur le marché, d'une plateforme applicative qui s'appelle AppLink et qui est en gros un App Store opéré par Ford, sur lequel des développeurs peuvent venir créer des applications qui vont enrichir l'expérience utilisateur. Renault fait la même chose avec une plateforme Airlink, précédée apparemment d'une bonne réputation de ceux qui connaissent. Et Renault, avant de faire Airlink, avait un numéro 2 que vous voyez ici, qui est Patrick Pellata, qui lui a été recruté par l'entreprise Salesforce, qui croit beaucoup au marché automobile et qui cherche à faire rentrer Salesforce, notamment dans les flottes professionnelles. Et puis vous avez alors un dernier exemple, là aussi on est dans les flottes professionnelles, une entreprise qu'on connaît bien ici à The Family qui s'appelle Locomotion, qui a développé un système d'exploitation pour voitures, et sur ce système d'exploitation, on peut rajouter des applications pour gérer des flottes d'entreprises pour des collaborateurs. Enfin, vous avez un dernier canal d'innovation, il mérite d'être mentionné, même si, vous allez voir, il ne concerne pas directement les transports, c'est ce que j'appelle la démobilité. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si les transports deviennent insupportables, si les trajets sont trop longs, si l'inconfort n'est plus toléré, une solution peut être que les gens renoncent à se déplacer et restent chez eux. Et donc pour ça, on investit considérablement dans les connexions à haut débit et demain à très haut débit. Donc c'est Google qui le fait sur fonds privés aux États-Unis, dans certaines grandes villes des États-Unis. En France, on a un chantier de déploiement du très haut débit qui associe tous nos opérateurs télécoms. Et l'objectif du très haut débit, c'est d'inciter les gens à moins se déplacer entre chez eux et leur travail si ils peuvent travailler de chez eux. Et donc on est dans toute la problématique du télétravail qui est indirectement même une amélioration de l'expérience des transports. Enfin, et je voulais pas finir cette rubrique sans mentionner ça, vous avez le point particulièrement intéressant où le transport de marchandises rejoint le transport de personnes. Alors, ce n'est pas encore une réalité, mais il y a quelques mois, le web a bruissé de rumeurs selon lesquelles Walmart allait expérimenter une nouvelle manière de gérer la livraison
des courses faites en ligne en confiant à certains clients les commandes passées par d'autres. En gros, vous habitez dans le même quartier, on est aux États-Unis en plus, donc vous vous connaissez bien, vous taillez votre haie très bas et vous échangez régulièrement, c'est la community. Et donc, puisque vous faites partie de la même community, on va vous confier les sacs de courses de Madame Intel. Vous faites le même trajet, vous allez les lui livrer. En contrepartie de ce service que vous rendez à Madame Intel et à Walmart, Walmart vous donne des coupons qui vous donnent droit à des réductions pour acheter des produits la fois suivante. Et donc vous voyez comment l'itinéraire des personnes, enfin les itinéraires des personnes dans le réseau de transport sont instrumentalisés quasiment par Walmart pour optimiser encore plus son système de transport de marchandises. Alors tout ça prospérerait à très grande échelle et finirait par forcer l'innovation chez les opérateurs de transport si l'innovation par le haut, si vous voulez, par les couches applicatives ou par les infrastructures numériques et non pas les infrastructures physiques, ne s'opposait à un certain nombre d'obstacles qui sont particulièrement vifs dans les transports. Donc déjà, il y a d'énormes obstacles de coordination entre les différents opérateurs qui opèrent les différents modes de transport. On a différents cas de figure. D'abord, on a différents modes qui se complètent ou qui se succèdent sur le trajet individuel d'une personne donnée, mais qui sont opérés par des entités indépendantes et qui ont énormément de mal à se coordonner les unes avec les autres, qui n'intègrent pas dans une seule expérience utilisateur ou dans un seul modèle d'affaires une offre combinée de, par exemple, je vais prendre mon train et je pars 10 jours dans le sud de la France ou dans l'ouest, et dans le billet de train, j'achète la place de parking qui va me permettre d'aller sereinement à la gare dans ma voiture avec mes enfants, mes sièges bébés, mon lit parapluie et mes 3 valises. Et du coup, on est toujours prisonnier d'énormes dilemmes en disant prenons-nous la voiture au risque de payer très cher un parking, ou bien prenons-nous un taxi mais il n'y aura pas de siège bébé, là encore je parle d'expérience, ou bien prenons-nous les transports en commun mais ce sera un cauchemar épouvantable. Et la SNCF, de toute évidence, n'est pas du tout à même de se coordonner avec les opérateurs des parkings, des taxis ou des transports en commun pour nous optimiser cette expérience d'aller de chez nous jusqu'au train qu'on va prendre pour partir 10 jours en vacances. Et bien sûr, il nous est proposé sur le site d'acheter en plus une place de parking. Mais bref, quand on nous propose le choix entre acheter une partie ou acheter le tout, en général, on n'achète qu'une partie parce qu'on se dit qu'on va faire des économies et qu'on va optimiser le reste tout seul. Et c'est une autre affaire que de proposer un modèle complètement unifié qui dit, et en plus, en bonus, dans le prix du billet, vous avez la place de parking. Enfin, la perception par l'utilisateur, le client, n'est évidemment pas du tout la même. Par ailleurs, vous avez certains modes de transport qui eux-mêmes se subdivisent entre plusieurs entités. Donc, on a déjà parlé des aéroports. L'essentiel de l'expérience de prendre l'avion, c'est surtout attendre pendant des heures dans des aéroports. Donc, l'expérience unifiée du transport aérien devrait impliquer une coordination étroite entre l'opérateur de l'aéroport, qui en France, ou à Paris en tout cas, est ADP, et puis les compagnies aériennes qui prennent en charge des passagers à ces aéroports. Alors bien sûr, c'est fait. On nous explique qu'ADP négocie régulièrement avec les compagnies aériennes, que certaines compagnies aériennes, justement, ont des espaces privilégiés, mais curieusement, et on rejoint ce que disait Alexandre de Juniac tout à l'heure, enfin, ou ce que j'évoquais de ces interviews récentes, curieusement, l'essentiel des efforts de coordination entre ADP et les compagnies aériennes est fait pour les clients premium, à travers ce qu'on connaît bien, qui sont les lounges pour les passagers de business class. Et pour les autres, eh bien, on est victime de cette décoordination permanente où on a l'impression de présenter 5 fois la même pièce d'identité, de passer 5 portiques, bref, d'avoir à s'orienter sans être vraiment pris en charge, non seulement pas à notre domicile, mais même pas encore à l'aéroport. Et donc ça, c'est vrai dans l'aérien, c'est vrai dans le ferroviaire, puisqu'il y a eu beaucoup d'échos, notamment à travers une mission qu'a faite Jean-Louis Bianco récemment pour le ministre des Transports, sur les enjeux de coordination entre RFF, qui opère le réseau de transport, et les gares, et puis la SNCF, qui est le principal opérateur des trains qui transportent les passagers sur ce réseau de transport. Par ailleurs, donc ça, c'est les problèmes des gros acteurs ou des acteurs en place. Les petits, ceux qui essaient de rentrer par la couche applicative, eux, ils ont tous les problèmes des petits. C'est-à-dire qu'avant de parvenir au marché et de convaincre un grand nombre d'utilisateurs d'utiliser leurs services et de retourner le pouvoir de ces utilisateurs contre les gros opérateurs pour les inciter à changer eux-mêmes, ils doivent surmonter des obstacles capitalistiques, réglementaires. Dans le secteur des transports, les obstacles réglementaires sont considérables. Bref, donc ces gens-là sont bien trop occupés pour changer notre vie et améliorer notre expérience quotidienne d'utilisation des transports. Donc vous avez ici le chef d'orchestre de l'un des obstacles réglementaires, qui est la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur qui font une concurrence aux taxis, mais à travers un modèle d'affaires différent. Et pour empêcher la mise en danger
du marché des taxis, la dévalorisation des licences des chauffeurs de taxi, eh bien, pour l'instant, tout ce qu'on imagine, ce n'est pas une meilleure coordination entre tout ça et la création d'une expérience utilisateur unifiée et optimisée, c'est des obstacles réglementaires pour essayer que, comme le dit Nicolas Rosselet lui-même, que chacun reste à sa place, qui est à peu près la négation même de l'innovation. Si chacun reste à sa place, on n'innove pas parce qu'on ne crée pas les synergies, on ne fait pas bouger les lignes entre les différents modes et on retarde considérablement les réalisations du multimodal. Enfin, moi je pense, mais ça c'est ma conviction personnelle, mais je pense qu'elle mérite quand même d'être partagée avec vous, que toutes les problématiques énergétiques, c'est-à-dire remplacer le véhicule à essence par le véhicule énergétique, donc toutes les problématiques environnementales autour des véhicules, nous ont détourné un certain temps de l'essentiel des efforts d'innovation. L'innovation passe d'abord et avant tout par l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et c'est si on arrive à nouer ce lien privilégié avec l'utilisateur qu'ensuite on peut apprendre ensemble à faire des économies d'énergie. Autrement dit, la meilleure promesse d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, ce n'est pas forcément remplacer les moteurs à essence par des moteurs électriques, c'est peut-être d'abord de connecter la voiture pour apprendre à mesurer comment cette voiture est conduite, combien elle consomme, qu'est-ce qu'elle pollue, voir comment on peut optimiser tout ça dans une expérience multimodale enfin unifiée, et puis ensuite en tirer les conséquences sur quel est le meilleur moteur pour faire des économies d'environnement. Autrement dit, le numérique est peut-être le meilleur levier pour arriver à la voiture électrique, mais dans des modèles d'affaires soutenables, contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure, qui est des investissements considérables gaspillés par des entreprises qui font faillite parce qu'elles n'arrivent pas à changer, à transformer le marché et à imposer une nouvelle norme de consommation des services de transport. Enfin, mais ça va sans dire, vous avez ici Clayton Christensen et une citation de lui qui rappelle le concept qu'il a rendu célèbre et qui a fait de lui une grande autorité de la science de l'innovation, c'est le dilemme de l'innovateur, où il dit, voilà, une très grande entreprise dominante sur son marché va faire tout ce qu'il faut, va faire tout très bien, va faire toutes les études dans tous les sens pour identifier les besoins de ses clients et essayer d'y répondre de la manière la plus pertinente possible. Elle se trompera toujours parce qu'elle sera toujours doublée sur ses flancs par un disrupteur qui va arriver en répondant à un besoin exprimé sur un marché à plus faible marge, dont la grosse entreprise s'est désintéressée, hein, d'où le danger de se concentrer sur le premium. Quand on se concentre sur le premium, on finit par oublier, baisser la garde sur les parties à plus faible marge. Et c'est là qu'arrivent les innovations de rupture qui changent radicalement les alliances entre les clients et les entreprises et qui imposent une nouvelle norme. Alors, tout ceci étant dit, beaucoup d'obstacles, mais aussi un contexte favorable, très particulier, très propre à ces dernières années et qui va peut-être durer encore 1 à 2 années. Et c'est autant d'opportunités pour transformer l'essai en quelque sorte et essayer de faire levier l'innovation applicative pour enfin rétroagir sur nos opérateurs de transport. Donc ce contexte favorable, il est fait de plusieurs choses. D'abord, il peut y avoir beaucoup d'obstacles. Il y a quand même des nouveaux modèles, des nouveaux modes de transport et des nouveaux modèles d'affaires de consommation des transports qui finissent par s'imposer. Blablacar a institutionnalisé la pratique de l'autopartage, du covoiturage. C'est une entreprise française qui est déjà présente, vous le voyez, sur d'autres marchés européens. S'est installée dans le paysage et elle a été déclarée, si je ne me trompe pas récemment, par Guillaume Pépi comme l'un des principaux concurrents de la SNCF. Donc ça prouve que malgré tous les obstacles, on peut quand même répondre à des besoins insatisfaits et y répondre avec des modèles d'affaires innovants. Par ailleurs, il y a un intérêt très prononcé des élus pour toutes ces problématiques, parce que autant, j'ai peut-être un peu trop insisté tout à l'heure sur le fait que l'usager insatisfait des transports n'exprimait pas beaucoup son insatisfaction, il l'exprime quand même vis-à-vis des élus locaux, qui, parce qu'ils sont proches, sont considérés comme les principaux responsables de la bonne ou la mauvaise expérience des transports. Et donc les élus locaux sont très sensibilisés à ça, et certains d'entre eux transforment cette sensibilité en action en mettant en place des nouvelles pratiques, des nouvelles infrastructures ou des nouveaux modèles qui permettent de diversifier les modes de transport en ville et progressivement de déplacer le centre de gravité de l'expérience du voyageur en milieu urbain. Donc ici, vous voyez Bertrand Delanoë qui, à l'époque où il inaugurait Autolib avec Vincent Bolloré, donc dans un partenariat public-privé où le privé prend en charge les risques d'investissement, le privé apporte les résultats d'une R&D de pointe et l'insère dans un modèle d'affaires qui trouve son marché parce qu'on a abaissé les barrières à l'entrée, on a rendu l'expérience très simple et surtout on l'a articulé aux autres modes de transport. Avant ça, il y avait eu le Vélib. Donc le Vélib, au départ, c'était du vélo en libre service, donc déjà une rupture en soi, mais c'est devenu depuis aussi l'infrastructure physique de tout un écosystème applicatif où l'infrastructure Vélib, en quelque sorte, devient programmable.
Elle permet de collecter des données sur où y a-t-il des Vélib disponibles, où y a-t-il des places libres pour remettre des Vélib. Et tout ça est une information qui est digérée, remise à disposition par des applications qui essaient d'articuler les déplacements en Vélib avec les autres modes de transport et on est là vraiment au balbutiement de l'expérience multimodale dans le transport en ville. Enfin, et ça c'est un argument important pour la France, c'est qu'on a beau se jeter les cendres sur la tête et expliquer qu'on est toujours plus mauvais que les Américains, on a quand même un actif considérable dans ce pays, c'est des infrastructures de transport plutôt au-dessus de la moyenne par rapport à nos partenaires étrangers, mieux entretenues, beaucoup plus performantes et surtout dont la gestion en général est extrêmement centralisée et très supervisée par l'État. Ici, on a coutume de dire que ce qui est considéré comme une faiblesse dans le monde de l'innovation décentralisée, c'est-à-dire l'extrême centralisation, peut devenir une force si d'en haut vient l'ordre de dire vous mobilisez maintenant ces infrastructures au service d'un effort d'innovation applicative qui va permettre de parvenir enfin, de réaliser enfin l'Eldorado du multimodal. Donc ici, je vous montre les autoroutes. Les autoroutes françaises sont d'excellente qualité, sauf qu'elles sont restées les mêmes à peu près depuis les années 70. On n'a pas vu se multiplier beaucoup d'intelligence logicielle pour nous optimiser le trajet ou l'expérience de déplacement sur les autoroutes. Les péages restent des barrières auxquelles il faut s'arrêter, sortir sa carte, etc. On est très loin de l'optimisation d'une expérience comme Uber où on n'a plus à sortir sa carte bleue parce que le téléphone mobile sert d'intermédiaire entre l'usager du système de transport et puis la borne ou le capteur ou le composant logiciel qui va enregistrer le paiement. Et qu'on n'avait pas réussi à faire ça il y a 10 ans sur nos autoroutes est quand même une insulte à notre intelligence et à la vision industrielle de nos grands dirigeants et de nos grands capitaines d'industrie. Les autoroutes ne sont qu'un exemple. On a aussi des infrastructures très performantes en ferroviaire. On a le réseau routier au-delà des autoroutes est lui aussi d'excellente qualité. Et donc tout ça, on peut en faire un actif, rendre tout ça programmable et faire de ça l'infrastructure d'un écosystème applicatif qui, par l'expérience utilisateur, va permettre de réaliser enfin l'expérience multimodale de qualité digne d'un pays développé comme la France. Y compris avec un point à avoir en tête, c'est que non seulement on a d'excellentes infrastructures, mais en plus on projette encore, contrairement à d'autres qui n'ont plus d'argent, d'en construire des nouvelles. Et donc vous avez ici la carte des futures infrastructures de transport du Grand Paris, où vous voyez qu'on va continuer à densifier, à étendre le périmètre de desserte par les transports publics dans la région Île-de-France. Et là, on est face à un choix cardinal, c'est-à-dire soit on le fait à l'ancienne et on ne fait qu'une ligne de métro supplémentaire, mais qui fonctionnera pour l'essentiel comme les lignes de métro habituelles. Ça peut être avec chauffeur ou sans chauffeur, c'est à peu près le seul progrès qu'on a identifié ces dernières années. Alors sans chauffeur, c'est bien parce que ça permet de passer plus souvent, c'est même beaucoup plus fiable. Et les usagers de la ligne 14 l'apprécient beaucoup, et maintenant de la ligne 1, je crois. Disons, on pourrait saisir l'opportunité de déployer une nouvelle infrastructure pour rajouter quelque chose de plus, et notamment déployer les capteurs, les mêmes que Union Pacific a déployés en Californie, rappelez-vous du début, pour que cette infrastructure nouvelle devienne le socle d'une innovation applicative qui permettra de mettre à niveau notre système de transport. Donc les pistes, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour cheminer dans ce faisant? Il faut avoir en tête quelque chose d'assez simple, hein, qui est la foule, qui est le cauchemar des opérateurs de transport, parce que ça engorge, ça crée tous les incidents et ça fait exploser le système. La foule, dans le numérique, est moins un problème qu'une solution, parce que la foule équipée de terminaux mobilisés, rendus actifs, peut contribuer activement à l'optimisation de la charge sur le réseau de transport et donc à l'optimisation de l'expérience individuelle de chacun. Et tout l'écosystème applicatif, il sert aussi à ça. Ce n'est pas seulement à s'informer, il sert aussi à rétroagir, c'est-à-dire je m'informe, mais je révèle de l'information sur moi, et cette information, les opérateurs doivent apprendre à l'utiliser pour faire en sorte que tout ça soit confortable pour le plus grand nombre. Deuxième élément, c'est que les infrastructures peuvent être rendues programmables. Aujourd'hui, on est tous familiarisés avec l'idée qu'un smartphone est le socle d'un écosystème applicatif, c'est l'App Store. C'est pareil pour un réseau de transport. Un réseau de transport ou un véhicule est aussi le socle potentiel d'un écosystème applicatif qui va considérablement enrichir et améliorer l'expérience de celui qui l'utilise. Et enfin, tout ça ne peut pas se faire sans l'innovation applicative, c'est-à-dire qu'il faut enrôler dans cet effort ce pourquoi on n'a pas de mots, en fait, on appelle ça les développeurs, les Américains disent les hackers ou les software people. C'est-à-dire les gens qui créent, qui sont dans le bricolage, dans l'expérimentation permanente, dans l'itération des designs d'interface et qui cherchent à créer en permanence la meilleure expérience utilisateur possible. Donc ça, c'est ce qu'avait compris Steve Jobs quand il a
fait d'Apple, pour l'essentiel, l'entreprise qui fabriquait du matériel, une entreprise de logiciels. C'est ce qu'a compris plus récemment c'est ce qu'a expliqué plus récemment Marc Andreessen quand il a dit que le logiciel dévorait le monde, que c'était par les applications et par les interfaces, par l'expérience des individus, que les géants du logiciel prenaient le contrôle d'industries traditionnelles. Ça devient tangible et une expérience quotidienne parce qu'on est tous utilisateurs d'applications développées par des développeurs sur des plateformes logicielles ou physiques, mais ça ne s'est pas encore généralisé à l'essentiel des infrastructures qu'on emprunte au quotidien et qui sont notamment les infrastructures de transport ou l'habitat, ou bref, tout ce qui semble encore appartenir au vieux monde. Alors attention, je voudrais conclure là-dessus. Si on ne le fait pas, il y a des géants industriels qui sont le produit de la révolution numérique aux États-Unis et qui, d'une certaine manière, ne vont pas nous attendre pour le faire à notre place et vont progressivement redistribuer capter une part croissante de la valeur et recréer les expériences à côté des opérateurs traditionnels quasiment. D'abord, pour ça, ils ont besoin de données, mais les données, on le sait avec les systèmes cartographiques, puisque l'IGN, en gros, n'a pas ouvert ses fonds de cartes suffisamment tôt pour en faire le socle de toute une innovation applicative, eh bien, Google a dit peu importe, on va redessiner nous-mêmes les fonds de cartes en mobilisant d'énormes ressources. Et ils le font même maintenant avec Waze. Donc Waze, c'est une entreprise, c'est un GPS collaboratif que Google a racheté il y a quelques mois pour $1 milliard. C'est une entreprise israélienne qui est extrêmement prometteuse. Pourquoi? Parce que dans Waze, vous êtes guidé par la communauté des utilisateurs, qui par ses seuls déplacements révèlent où sont les routes et révèlent aussi quelles sont les routes où on circule bien et quelles sont les routes qui sont engorgées. Et il faut bien mesurer ça. C'est que Waze, quand Waze se déploie dans une ville, il commence par mobiliser une avant-garde d'utilisateurs militants qui vont sillonner le territoire de la ville en tous sens pour révéler le fond de carte. Et on interprète les déplacements des gens pour en déduire que si les gens vont vite, plutôt sur plusieurs fils, eh bien c'est une autoroute, que si les gens vont lentement sur une seule file et que personne ne les croise en sens inverse, c'est une ruelle à sens unique. Et comme ça, on redessine le fond de carte rien que par l'analyse des déplacements instantanés des utilisateurs. Et ensuite, une fois qu'ils continuent à se déplacer, eh bien, on optimise les trajets en proposant aux conducteurs des trajets de plus en plus baroques, mais qui sont optimisés de façon bien réelle. C'est-à-dire c'est vraiment le trajet le plus rapide d'un point A à un point B, même si on a l'impression de faire des détours, de n'emprunter que des petites ruelles. Tout ça a été calculé par la communauté des utilisateurs pour les besoins d'un utilisateur donné. Donc vous voyez bien que là-dessus, pour Google comme Waze, et donc les deux réunis a fortiori, se passent complètement des opérateurs de transport pour optimiser l'expérience des transports. Et donc ils accumulent un actif considérable. Ensuite, ils pourront aller plus loin et dire nous avons maintenant toutes les données et les flux de données instantanés qui nous permettent de concurrencer les opérateurs de transport, mais puisque ceux-ci ne nous donnent toujours pas accès à leurs infrastructures, on va reconstituer nous-mêmes les infrastructures. Donc ça, ils le font de deux manières. D'abord, c'est qu'ils commencent. Donc vous avez ici Elon Musk, qui est le fondateur de PayPal, le dirigeant de Tesla et de SpaceX, et qui a annoncé qu'il allait bientôt peut-être créer une quatrième entreprise. Bon, pour l'instant, ça n'est qu'à l'état de projet, mais pour construire ce qu'il appelle le Hyperloop, qui est, j'avoue, je n'ai pas creusé moi-même, mais en gros, c'est un système de transport ultra rapide où vous rentrez dans un tube et vous êtes propulsé à air comprimé de San Francisco à Los Angeles en un temps absolument record. Alors ça vous dit une chose, ça vous dit que la Silicon Valley semble prête à dire, puisque les opérateurs traditionnels de transport n'accueillent pas notre innovation numérique, nous allons construire nos propres infrastructures qui, par ailleurs, comme Tesla, seront infiniment plus performantes que les infrastructures traditionnelles. Mais ça, il faut se méfier d'Elon Musk, parce que nous sommes très français et on comprend presque trop bien ce qu'il a en tête. Parce que vous voyez qu'il a même fait la comparaison explicite entre le Hyperloop et le Concorde. Donc là, on dit, ah oui, ça, on sait faire. Donc si Elon Musk commence à être sérieux sur ces sujets-là, on mettra le paquet ici en France et on lui montrera qu'ils sont les meilleurs ingénieurs du monde. Et on déploiera nous-mêmes un Hyperloop en France. Donc ça, c'est une dangereuse illusion parce que ça nous fait croire que le cœur du réacteur, ou que le nerf de la guerre plus exactement, est dans la technologie et dans le déploiement d'infrastructures radicalement nouvelles. Beaucoup plus inquiétant, et ça, donc ça c'est un capital risqueur de la Silicon Valley qui s'appelle Rob Konebir. Et Rob Konebir, il nous dit une chose beaucoup plus inquiétante pour nos opérateurs traditionnels, c'est qu'il dit on n'a plus besoin de déployer des infrastructures spécifiques. Il est parti en guerre sur son blog contre un projet de train à grande vitesse reliant Sacramento à Los Angeles. Il dit ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent public à investir dans cette infrastructure digne du 19e siècle. Il suffit d'augmenter la capacité de l'autoroute qui relie, vous voyez, Los Angeles à Sacramento de 3 voies supplémentaires.
de réserver ces 3 voies à des véhicules autonomes sans chauffeur, qui, parce qu'ils sont contrôlés par un logiciel hyper performant, pourront rouler très très vite, très près les uns des autres, sans aucun risque d'accident. Et cette capacité considérable de véhicules sans chauffeur qui roulent très vite, très près les uns des autres sur 3 voies, dépasse en fait la capacité de transport d'un train à grande vitesse, sans avoir à réaliser l'investissement dans une infrastructure ferroviaire nouvelle. Donc c'est ça les infrastructures du futur. C'est-à-dire qu'en arrivant par le logiciel, ils vont dire, puisque les opérateurs traditionnels et les modes traditionnels de transport n'accueillent pas nos infrastructures, nous allons en équiper les individus et les véhicules individuels pour orchestrer un nouveau mode de transport en commun qui sont en fait les véhicules individuels coordonnés, rapprochés et collectivisés par le logiciel et par la communauté des utilisateurs. Et ça, il n'y a aucun défi technologique maintenant, ça c'est devenu... on sait le faire ça. Et tôt ou tard, la Californie fera l'arbitrage, vu l'état de son budget, qu'effectivement, ça vaut peut-être beaucoup mieux d'expérimenter ça. Ce sera bon en plus pour l'industrie numérique californienne que d'investir dans un train à grande vitesse. Du coup, Alstom, qui cherchait probablement à vendre un TGV, perdra un marché. Et puis surtout, les Américains auront prouvé qu'on peut faire ça ensuite partout dans le monde et qu'on peut donc contourner les opérateurs traditionnels, les opérateurs du ferroviaire, de l'aérien, dans une alliance directe avec les individus qui, aux surprises, sont insatisfaits du système actuel et même s'ils n'ont pas beaucoup exprimé, parce que, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, accueillent très favorablement ces innovations et ces entreprises qui leur proposent une alliance pour transformer ensemble le système de transport. Voilà, donc de 2 choses l'une. Alors on peut toujours dire, bien sûr, ils le feront en Californie, mais nous, on leur interdira d'opérer leurs véhicules autonomes sur nos autoroutes et on érigera une nouvelle barrière réglementaire. Mais dans ce cas-là, de 2 choses l'une, c'est qu'est-ce qui se passera dans 20 ans quand les Américains circuleront de façon fluide, ultra rapide et optimisée sur des autoroutes avec des véhicules autonomes et que nous, on aura gardé nos vieilles infrastructures sans avoir fait aucun progrès technique ou d'innovation d'usage. Eh bien, nous serons comme les systèmes de transport du tiers-monde par rapport aux nôtres, c'est-à-dire déclassés, moqués par le monde entier. Les touristes se détourneront de la France parce qu'ils supporteront plus ce système de transport qui ne marche pas bien. Et on sera en route vers l'appauvrissement et le sous-développement, ce qui n'est évidemment pas une option pour un pays comme le nôtre.